Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la méthode Walsh à la tête de la Réserve fédérale américaine. Nous en parlons avec Jean-Pierre Petit qui est avec nous à distance, en visio, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonsoir et bienvenue Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors on a un peu de recul, peut-être même pas un mois de recul pour parler de Kevin Warsh, de sa première intervention à l'occasion de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le même Kevin Warsh va s'exprimer à l'occasion du symposium de Sintra qui se tient en ce moment au Portugal, organisé par la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que vous comprenez quand même de sa feuille de route et au-delà de la mission qui a lui été fixée par Donald Trump de baisser les taux, on comprend qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans le programme Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine, Jean-Pierre. Absolument, Grégoire. D'abord, je dirais que c'est un président de la Fed potentiellement novateur et même peut-être rénovateur. C'est le sens de tous les groupes de travail qu'il a annoncés quand même. Il y en a beaucoup sur la communication, sur le bilan de la Fed, sur la qualité des données macro quand même, sur toutes les problématiques, sur les implications de la tech américaine pour la productivité. On sait que c'est un grand thème aux États-Unis et l'emploi. Un cadre d'analyse plus solide sur l'inflation, ça fait beaucoup. Et aux États-Unis, quand on met des groupes de travail, c'est pas comme en France où en général c'est pour parler pour ne rien dire et enterrer le dossier. Mais là-bas, c'est en général, c'est quand même un signal pour surtout quand on arrive, c'est un signal pour travailler les sujets. Donc, je dirais que la première chose, c'est que c'est un président potentiellement novateur. Ce qui n'a pas été trop le cas de Powell par rapport à Janet Yellen et Ben Bernanke. Ce qui a été le cas de Greenspan. Après Paul Volcker. Il y a eu des présidents qui ont fait preuve de continuité, et puis il y a des présidents un peu novateurs, et lui, il est potentiellement novateur, parce qu'il faudra quand même regarder les résultats, mais je trouve que c'est la première chose. Ensuite, on le sait, tout le monde l'a dit. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le côté novateur de Kevin Warsh ? Parce que bon, l'innovation pour l'innovation, pourquoi pas ? Où est-ce qu'il y a matière à être novateur aujourd'hui en matière de conduite de la politique monétaire, notamment quand on est à la tête de la plus grande banque centrale du monde? Par exemple, s'il fait un gros travail sur la productivité, parce qu'on a une dynamique de productivité, depuis 3 ans, on a 2,3% de hausse de la productivité du travail. Ça rappelle la fin des années 90. Alors, ça veut dire que potentiellement, on a une possibilité de stabiliser, même de faire baisser les coûts unitaires salariaux malgré une forte croissance. C'est ce qui s'est passé à la fin des années 90. Ça voudrait dire que si jamais c'était le cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, pour l'instant, il ne s'engage pas là-dessus. Mais on sait bien que le cycle de politique monétaire de la deuxième moitié des années 90 a aidé à la formation et au développement, non seulement d'une forte croissance, parce que je rappelle qu'on était à 4,3% de croissance pendant 5 ans quand même en moyenne, hausse de la productivité de 2,5%, inflation au sens de core PCE, c'est-à-dire le déflateur, je ne reviens pas trop sur les détails, mais c'est l'inflation sous-jacente. Le meilleur indicateur pour la Fed, c'est le core PCE, c'est le déflateur de dépenses de consommation sous-jacente. C'est un peu technique, mais enfin, c'est l'indicateur préféré de la Fed. Il était sous les 2% pendant 4 ans. Ouais. Et c'est ce qui a permis et autorisé l'amplification de la bulle Internet. Je rappelle que la Fed, malgré cette forte croissance, a baissé ses taux par 3 fois en 98, par exemple. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est un point extrêmement important. Ensuite, il y a la communication, la transparence. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que là, ça a déjà changé. Puisque le communiqué publié à l'issue du FOMC, il est très court, il n'est pas tellement analytique, et il a supprimé la forward guidance quand même. Et ça, donc, il a supprimé quelque chose qu'avait vraiment mis en place Ben Bernanke au début de son mandat. Enfin, surtout au moment de la crise de 2008, lorsqu'il avait dit la forward guidance, maintenant, c'est un instrument de politique monétaire. Les taux d'intérêt vont rester très bas. Et il a même dit à un moment que les taux d'intérêt resteraient très bas jusque dans le courant 2013. Ouais, bien sûr. Donc, il y avait presque... Enfin, je veux dire, tout était fait pour vraiment lisser les anticipations et faire en sorte qu'il n'y ait pas de choc de taux, de remontée des taux trop brutal. Et c'est le bon moment, Jean-Pierre, pour
arrêter cette forward guidance mise en place par Bernanke, mais forward guidance qui notamment ces dernières années a été passablement fragilisée, si je puis dire, pour ne pas dire trahi même par ceux qui ont employé cette forward guidance. C'était le moment de l'enterrer définitivement là, Jean-Pierre? Non, je pense pas. Je pense que là-dessus, il aurait dû faire un peu plus profil bas, je pense. Parce que le risque, évidemment, c'est que si vous supprimez un instrument de lissage des anticipations de taux futurs, vous risquez d'augmenter la dispersion des prévisions de taux sur les marchés et donc d'augmenter la volatilité. Et si vous augmentez la volatilité sur les taux, vous risquez aussi d'augmenter la volatilité sur l'ensemble des marchés d'actifs. Vous risquez d'augmenter la prime de terme aussi. Voilà, donc il y a un peu un danger là-dessus. C'est pour ça que à mon avis, il y a été un peu trop franco là-dessus. Alors, il recommande aux autres membres du board de continuer à livrer leurs projections à l'occasion du SEP, leurs dots, etc. Pour l'instant, il les a encouragés à continuer à le faire. Oui, alors ça, là-dessus, ça a été mal. Ah bah, il peut pas tout, de toute façon, il peut pas tout remettre en cause. Hein. Donc, Greenspan avait déjà amélioré parce qu'avant Greenspan, il n'y avait même pas de communiqué, il n'y avait pas de conférence de presse, il n'y avait même pas de quittage des anticipations. Donc, il y a eu un progrès. Alors, il remet pas en cause tout ce qu'a fait Greenspan. Mais en fait, il revient sur le Greenspan des années 90. C'est-à-dire, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc là, pour l'instant, il est sur l'ambiguïté constructive. Voilà. Mais je pense que, bon, là-dessus, il aurait pu être un petit peu moins... mais il veut marquer aussi parce qu'il arrive, hein, il veut quand même montrer que c'est un peu lui le patron. Alors il écoute les autres, il met en place des groupes de travail, mais il a des convictions sur lesquelles il se prononce assez nettement. Voilà. Alors le truc aussi très important, mais je le disais tout à l'heure, c'est la productivité. Hein. Et d'ailleurs il a rendu hommage à Greenspan, hein, qui est décédé récemment, et donc ça semble, c'est la partie un peu dovish de son intervention, c'est-à-dire qu'il semble accréditer un peu, même si pour l'instant il dit qu'il faut se calmer, il faut attendre encore, d'autant qu'il y a un petit peu d'AI inflation, donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile avec le prix de l'électricité. Quand même dans sa prise de parole, sa conférence de presse, on lui a posé la question, alors l'IA, est-ce que choc d'offre, choc de demande, etc. J'ai trouvé qu'il était quand même moins affirmatif que dans les propos qu'il avait pu tenir les mois précédents. Absolument. Quand il n'était pas encore nommé président de la Réserve fédérale américaine. Il a voulu ménager quand même le consensus. La chèvre et le chou. Oui, absolument. Ouais. Parce que dans les phases d'innovation technologique, il y a toujours des tensions, hein, il faut le savoir. Quand on a créé, quand la voiture automobile, quand l'automobile s'est développée dans les années 20 aux États-Unis, il y a eu des tensions sur le prix de l'essence. Quand l'aviation civile a progressé dans les années 50 et 60, il y a eu des tensions sur le kérosène. Enfin, voilà, c'est normal. Là, il y a des tensions sur l'électricité. Ça, c'est indéniable. Hein. Il y a des tensions aussi sur le prix des semi-conducteurs. On le voit. Hein. D'ailleurs, les prix à l'import, notamment des semi-conducteurs importés de Corée augmentent, la mémoire RAM, les produits électroniques d'une manière générale. Ouais. Simplement, ce qu'on voit, c'est que l'électricité, c'est 2,5% de l'indice. Les produits électroniques, les services IT, c'est, si je me souviens bien, c'est 1,7%. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le feu. Ouais. C'est un impact maximum de 0,2. Le grand pari, c'est évidemment de générer des gains de productivité, que les gains de productivité soient redistribués même à l'extérieur des producteurs de l'IA d'une certaine manière, et que tout ceci se diffuse, et que donc, et ça c'est beaucoup plus important que les petits chocs d'offres là qu'on vient de signaler, parce que là c'est la meilleure chose pour contenir les coûts unitaires de production, et donc pour favoriser l'augmentation de la croissance potentielle. Combien de temps donc, la Fed peut patienter ou se montrer patiente par rapport à ce risque ou cette possibilité effectivement d'un choc de productivité majeur face alors des petits chocs d'offres sans importance, comme vous dites Jean-Pierre, mais quand même qui s'accumulent. Hein. Hormuz, peut-être que l'affaire est passée, mais il y a quand même sans doute encore quelques cicatrices devant nous. Les inflation, vous l'avez cité, le climat, El Niño, les prix agroalimentaires, etc. Enfin, il y a quand même un enchevêtrement de sources d'inflation qui peut justifier une forme de vigilance. Je parlais de l'accord PCI tout à l'heure. L'accord PCI est au-dessus de 2 depuis quand même maintenant 5 ans et demi, depuis le début de 2021. Donc c'est pas un sujet de la semaine dernière, hein. C'est un sujet qui
qui est objectivement un peu préoccupant par rapport à son mandat de stabilité des prix, même s'il y a toujours l'autre partie du mandat, la croissance et l'emploi. Donc, et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des dots, il a laissé les dots, et les dots remontent un peu les prévisions de taux à moyen terme. Donc, et les prévisions aussi, hein, les prévisions d'inflation pour 2026 et 2027, elles ont été augmentées. Ouais. Donc, il laisse ces choses-là se faire. Et il sait très bien que maintenant, les futurs price une hausse des taux directeurs d'ici la fin de l'année. Ouais. Donc tout ça, il le laisse faire. Ouais. Et donc ça, c'est la partie un petit peu court terme, qui est peut-être la moins intéressante du point de vue intellectuel, mais qui est la plus opérationnelle du point de vue de la stratégie d'investissement. Ça, c'est un point important parce que je le disais tout à l'heure, durant la bulle Internet, la Fed a eu un comportement objectivement, je crois qu'on peut le dire ex post, c'est toujours facile de le dire ex post, mais objectivement trop accommodant. Elle a commencé à resserrer seulement à partir de juin 99. Ouais. Faut le savoir. Hein. Ouais. Et donc, c'était un peu trop tard. Ouais. Alors, évidemment, elle a des excuses parce qu'il y a eu la crise asiatique, il y a eu la faillite de LTCM hein, en 98, il y a eu le défaut russe. C'était des chocs qui faisaient craindre. Moi, je m'en souviens, hein, je travaillais dans une grande banque. C'était des chocs qui faisaient penser à un risque déflationniste. Alors, donc, elle prenait des précautions par rapport à ça. Puis, il faut bien reconnaître que l'inflation était sous la cible. Donc, elle pouvait le faire. Voilà. Mais ça, c'est pas, on n'est pas dans ce cas de figure aujourd'hui. Parce qu'on est au-dessus de la cible et je pense que la Fed va resserrer. Je pense qu'aujourd'hui, oui. La Fed va resserrer. Non, mais on entend bien, le marché commence à l'anticiper. Il nous reste une minute, Jean-Pierre. Sur l'affaire Hormuz, là, est-ce que toi aussi, tu as été surpris par la vitesse à laquelle les prix du pétrole ont normalisé la situation ? Oui, parce que notre prix du baril sur le 4e trimestre d'équilibre est à 72 et là, on y est pratiquement. Donc, ça a été un peu plus rapide que prévu. Et ce d'autant qu'il faut reconstituer les réserves stratégiques et puis il va y avoir des tensions. On sait très bien, on s'est donné 60 jours pour le protocole d'accord, mais on sait qu'il va y avoir des tensions assez récurrentes. D'ailleurs, il y en a eu déjà plusieurs exemples. On est dans une logique d'apaisement, ça c'est indéniable. Et d'ailleurs, on est dans cette logique depuis le 8 avril, hein, depuis le premier cessez-le-feu. Et là, c'était renforcé évidemment par le protocole d'accord. Mais cette histoire de tension entre l'Iran, les États-Unis et Israël n'est pas terminée. Donc, il y aura forcément des tensions au-delà même des 60 jours, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers qui ne sont pas résolus, hein, y compris le stock d'uranium enrichi, le potentiel d'enrichissement futur, enfin bon, bref, sans parler des missiles balistiques, etc., des choses qui ne sont même pas dans le protocole d'accord. Ça a été un peu rapide. C'est pour ça que là, actuellement, je suis plutôt pour la stabilisation, voire des petites... Parce que la demande mondiale risque d'être un peu plus forte que ce qui était prévu également. Parce que la croissance américaine tourne plutôt à 2,5. La Chine résiste à 4,5. Et puis la zone euro qui était à 0 au premier semestre, grosso modo, va remonter un peu. Donc au total, voilà, c'est pour ça que sur le prix d'équilibre, sur le prix du pétrole d'équilibre, il faut être un petit peu plus prudent. Merci. Je ne pense pas qu'on retrouve un prix d'équilibre à $60 dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce petit point d'étape à mi-parcours de cette année 2026. Jean-Pierre Petit qui était avec nous à distance, le président des Cahiers Verts de l'économie, invité de Smart Bourse ce soir.